Voilà, je vous le disais, cette disparition qui est célébrée aujourd'hui, autre célébration, cérémonie d'hommage, vous allez le voir cette fois à Beyrouth, après la mort mardi soir d'un haut commandement du Hezbollah libanais dans une frappe israélienne. Là aussi, des cérémonies, vous le voyez, ont actuellement lieu dans la capitale libanaise. Il faut aussi ajouter la mort de Mohamed Deif, qui est désormais confirmée par l'armée israélienne. Mohamed Deif, chef militaire du Hamas, abattu donc dans une frappe sur Gaza menée le 13 juillet dernier. L'État hébreu n'était pas en mesure de confirmer son décès. C'est désormais chose faite. On va aller plus loin avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Elisabeth. Ça fait beaucoup de disparitions confirmées en très peu de temps. 3 noms, des symboles pour certains. Ismaël Haniyeh qu'on a vu il y a quelques instants. Ces funérailles auront lieu demain d'ailleurs à Doha au Qatar. Est-ce que la promesse faite par Benyamin Netanyahou au lendemain des attaques du 7 octobre, celle d'éradiquer le Hamas, finalement est en train de faire son chemin? Certains aujourd'hui revendiquent un succès côté israélien. C'est ce que voudra faire croire Benyamin Netanyahou. J'essaie de répondre le plus précisément à votre question, parce que c'est évidemment dans son optique de montrer que son gouvernement avance. Maintenant, à partir du moment où on considère que le Hamas est finalement une expression, une protubérance de la revendication palestinienne, on ne voit pas pourquoi il s'éteindrait de sitôt. Il pourrait s'éteindre, je dirais presque par ses propres défauts, péché par lui-même, en ce sens que le Hamas est une organisation non seulement terroriste, mais d'oppression des Palestiniens. Et que là, ce que nous savons de Gaza et des Gazaouis, c'est aussi qu'il y a une forme de surdosage du Hamas pour beaucoup de Gazaouis qui ne sont pas dupes. Du fait que finalement, quand le Hamas se sert de boucliers humains, ce qui est exact, il se sert aussi d'une manière générale de sa population comme une protection. Est-ce que ça veut dire que le fait de tuer Haniyeh, le fait de tuer Mohamed Deif, ça fait avancer les choses? Encore une fois, en version affichage, en version vitrine, c'est ce que tentera de faire croire Netanyahou. Et c'est aussi la raison pour laquelle il teste de quelque manière que ce soit la réaction iranienne, en se disant que la réaction iranienne, qui ne peut être qu'une réaction violente, même si elle est limitée, sera une justification a posteriori de son comportement aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qui est complexe. Ça n'est pas tellement, on peut raisonnablement penser, et on en a malheureusement la preuve depuis longtemps, que Benyamin Netanyahou n'a pas de solution politique. Que son obsession, c'est de dire jamais il n'y aura un État palestinien. Et que donc, tout ce qu'il fait aujourd'hui peut être justifié par cet objectif, y compris de passer par la case affrontement, conflit, mort d'Israéliens. Ça n'a plus la même... C'est là que les paradigmes ont changé. Ça n'a plus la même résonance qu'avant. Avant, le responsable de l'État israélien, l'État hébreu, disait « Mon obsession, c'est la protection des citoyens ». On a bien vu qu'avec l'extrême droite israélienne, ça n'est plus le cas. Et aujourd'hui, si vous voulez, face à des personnages comme Haniyeh ou Deif, alors Deif, lui, qui est considéré comme le véritable cerveau de l'organisation du pogrom du 7 octobre, Haniyeh, lui, qui d'une certaine manière semble avoir été contourné par cette organisation, au point qu'il a été abasourdi, on l'a vu en image lorsqu'il a appris l'immensité du massacre, et en même temps il a dû faire comme s'il en était à l'origine. Bon, si vous voulez, je crois que là on est dans un théâtre malheureusement où il y a des personnages qui sont à la fois, qui incarnent une forme de, comment dirais-je, d'obstination politique, et qui en même temps, quels qu'ils soient, ne sont malheureusement pas à la hauteur de ce qu'est l'enjeu, non seulement pour les Palestiniens, pour les Israéliens, mais à l'échelon même de la planète. Le règlement, un jour, si par chance il advient, le règlement du conflit israélo-palestinien, ça sera une matrice de règlement pour plein d'autres conflits dans le monde. On n'y est pas tout à fait au règlement du conflit. On a entendu hier les réactions des uns et des autres, l'appel à la vengeance des Iraniens, mais pas que. 5 sources ont appris à l'agence de presse Reuters que des consultations allaient avoir lieu aujourd'hui à Téhéran sur d'éventuelles représailles à la mort d'Ismaël Haniyeh. On est en train de penser la stratégie. Quelle réponse apporter côté iranien?
Alors, côté iranien, il faut partir de ce qu'on a entendu lorsque une femme, dans le récit que vous montriez, disait Israël est venu tuer chez nous notre invité. C'est bien ça le problème pour Téhéran. C'est pas forcément qu'Haniyeh ait été tué, même si Téhéran a besoin de ce bras-là, de ce prolongement, de ce bras armé ou de cet ustensile. Mais Haniyeh ou un autre, c'est pas forcément quelque chose qui leur importe beaucoup. En revanche, c'est un terrible aveu de faiblesse, même d'un point de vue opérationnel et militaire, que Israël ait pu mener. Alors, Israël, depuis Israël ou depuis un autre endroit, ça c'est une autre question, mais pu mener un raid à ce point précis pour tuer Haniyeh. Et donc, la question que Téhéran va poser à ses alliés, c'est de dire qui peut se charger de quelque chose d'envergure contre Israël, sans que nous, Iraniens, soyons trop impliqués dans la chose, tout en étant quand même reconnus comme les parrains. Vous voyez, là aussi, c'est compliqué. Et à partir de là, il faut décider aussi de quelle nature doit être cette réponse. Et la question qui se pose et qui est un peu effrayante pour le régime des Mollahs, c'est de se dire que, par exemple, si c'était confié au Hezbollah, qui ne demanderait pas mieux, mais le problème, c'est que si le Hezbollah, à force de bouger, ruine et anéantit le Liban, sur lequel il se paie, ça ne profitera à personne, pas même au Hezbollah. Donc il faut envisager, pour eux, bien sûr, des modes de réaction qui soient à la fois marquants, mais qui ne soient pas, si vous voulez, pire qu'une... Comme on dit, c'est parfois des victoires à la Pyrrhus. C'est quand on gagne, mais qu'on perd tellement en même temps qu'on on se retrouve un peu le bec dans l'eau. Et j'en terminerai là. Ce qui est manifestement à l'évaluation dans ce camp-là, du côté de Téhéran, c'est de voir de quelle manière des groupes terroristes peuvent atteindre les intérêts israéliens en dehors de la zone du Proche-Orient, de sorte que non seulement ça internationalise la question, et qu'en plus de ça, ça pourrait éventuellement faire en sorte que la région ne soit pas directement impactée, parce qu'à chaque fois que quelqu'un tire un coup de feu dans cette région, il peut craindre aussi d'être directement impacté comme un effet boomerang. Et l'une des conséquences, ce sont évidemment ces craintes exprimées d'un embrasement de la région. En témoigne cette décision du groupe Lufthansa, la compagnie qui annonce suspendre tous ses vols vers Tel Aviv, au départ et à destination de Tel Aviv jusqu'au 8 août inclus. La même chose en direction et au départ de Beyrouth jusqu'au 12 août prochain. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage.